Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Laissez-moi partager ma présentation. Parfait. OK, je partage ici. Et là, il faut juste que je puisse mettre en gros. Privé en santé, qu'en est-il des médicaments? J'avais préparé un petit quelque chose et je vais le modifier un petit peu parce que je pense que c'est plus important aussi de revenir sur le récent projet de loi fédéral C-64 sur l'assurance médicaments. Fait que ce que je vais faire avec vous, d'abord, parler la question des coûts des médicaments au Québec, euh, voir comment le système est organisé et quels sont ses impacts sur l'innovation thérapeutique. Et là, je vais vous parler de choses un peu bizarres dont je parle jamais normalement, mais je me suis dit, écoutez, je suis en forme aujourd'hui, ça me tente. Je vais me lancer dans un rabais confidentiel, puis la question du dirigisme des patients. On a un nouveau papier qui vient de sortir justement sur ces enjeux-là cette semaine, en fait. Donc, je voulais en parler un peu. En gros, avec les rabais confidentiels puis dirigisme des patients, c'est surtout pour montrer que en ce moment, le régime actuel nous amène dans des dérives qui n'ont pas d'allure, qui sont parfois cachées, dont on est peu au courant, mais c'est important de mettre un petit peu de lumière là-dessus. Et finalement, au lieu de parler de financiarisation des médicaments, là, je vais me lancer vraiment sur le projet de loi C-64 pour essayer de mieux comprendre les pour et les contre de ce projet de loi-là. Donc là, désolé, j'ai des diapos parfois qui sont en anglais, comme celle-ci. Euh, Simplement, j'avais pris les pays de l'OCDE et j'ai pris le coût par habitant en médicaments. Et là, on a les États-Unis, qui est toujours notre modèle de gaspillage et d'inefficacité, qui paie extrêmement cher par habitant en médicaments et que c'est un des pays avec le plus de problèmes d'accès en même temps. Deuxième pays, deuxième endroit au monde, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est amusant, ils ont une taxe sur la valeur ajoutée de 19%. Fait qu'en fait, il faudrait retirer à peu près 19% sur la valeur de ce que l'Allemagne paye. Évidemment, c'est un régime public qui se paie à lui-même une taxe. C'est pas si problématique. Et ensuite, ben, on a le Canada. En fait, on a le reste du Canada et on a le Québec. Le Québec, en fait, il faut comprendre, on est le deuxième endroit le plus cher au monde après les États-Unis, tout simplement. Fait que là, si vous commencez en disant, ah, ben oui, mais nous, on a réglé le problème de l'assurance médicaments au Québec. Ben non, on est aussi un modèle de gaspillage et d'inefficacité à bien des égards, parce que non seulement ça nous coûte très cher par habitant, mais on a encore des problèmes en termes d'accès. Des gens qui adhèrent pas à leur traitement pour des raisons financières, c'est-à-dire qui ne remplissent pas des prescriptions à cause des coûts financiers. Évidemment, quand on a payer jusqu'à ces 1200 $ par année par personne si on est sur le régime public. On a des coassurances d'environ 35%. C'est extrêmement élevé, en fait, comme coût qu'on doit dépenser de notre poche pour obtenir accès aux médicaments. Euh, Juste rappeler, par exemple, dans les recommandations du rapport Hoskins en 2019 du gouvernement fédéral, euh, pour la mise en place d'un régime public universel d'assurance médicaments, on plafonnait à 100 $ par foyer les coûts que les gens pouvaient payer de leur poche. Nous, on est à 1200 $ par adulte. Donc, évidemment, un foyer avec deux adultes, ça peut faire 2400 $ par année par foyer. Donc, non seulement les coûts sont élevés, mais on a encore des problèmes en termes d'accès. OK. Euh, Au Québec, on a un régime hybride, c'est-à-dire basé d'abord et avant tout sur des régimes privés obligatoires. Et si et seulement si vous n'avez pas accès à un régime privé, ben là, à ce moment-là, vous tombez automatiquement sur un régime public. Il faut comprendre que par design, ça signifie que
il faut que le régime public soit pas un bon régime. Il faut que ce soit un petit peu le régime poche dans lequel tu vas tomber si jamais tu peux pas avoir un bon régime privé. Le système est organisé de cette façon-là. Euh, Là, ici, j'ai un Tim Hortons. Là, j'aimerais que vous vous imaginiez. C'est parce que les régimes privés, on a encore cette culture qu'un bon régime d'assurance médicaments couvre n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc, j'aimerais que vous vous imaginiez, vous allez au Tim Hortons et vous dites, donnez-moi n'importe quoi à n'importe quel prix. Évidemment, ça va vous coûter cher. Imaginez que depuis 1997, il y a plus de la moitié des clients qui vont au Tim Hortons disent, donnez-moi n'importe quoi à n'importe quel prix. Question, est-ce que au bout de 25 ans, est-ce qu'on va avoir des de la nourriture plus santé à bas prix chez Tim Hortons ou on va juste avoir de la scrap qui coûte cher? Bien évidemment, si vous avez un système qui est organisé où est-ce que la demande pour les médicaments, on demande finalement un peu n'importe quoi à n'importe quel prix, bien, au bout du compte, au final, on va se retrouver avec des choses qui vont coûter cher et qui n'apportent pas nécessairement de réelle valeur thérapeutique. Euh, Ça ici, c'est simplement avec le Conseil d'examen des prix des médicaments brevetés, ce qu'ils font, bon, en 2022, ils ont comme arrêté de faire ce calcul-là, mais à chaque année, ils regardaient, bon, en bleu foncé, c'est les médicaments le pourcentage des nouveaux médicaments brevetés. Donc, on ne parle pas des génériques ici, on parle juste des nouveaux médicaments brevetés. Pourcentage des nouveaux médicaments brevetés au Canada qui apportaient aucune valeur thérapeutique ajoutée. Et là, vous avez en bleu pâle ceux qui apportent une amélioration modeste. Et ensuite, vous avez les médicaments en haut qui sont des véritables grandes avancées thérapeutiques. Ben, dans les 10 dernières années, grosso modo, on a environ 80% des nouveaux médicaments brevetés qui sont arrivés sur le marché qui ont apporté aucune valeur thérapeutique significative par rapport à ce qui existe déjà. Vous avez un autre 9% qu'on ne le sait pas, on ne l'a pas calculé, mais on peut dire, grosso modo, on a plus que 80% de ces nouveaux médicaments. Donc, on se retrouve avec un système qui encourage l'industrie pharmaceutique à emmener sur le marché des nouveaux produits qui apportent zéro innovation thérapeutique, mais on est quand même prêt à payer très cher pour ces médicaments-là et les transformer en succès commercial, si on veut. Un exemple de ça, compagnie Lundbeck. Lundbeck fait entre autres des antidépresseurs. Fait qu'en 89, ils avaient sorti le Celexa. Donc, on est dans la nouvelle génération des antidépresseurs, là, les SSRI, c'était après le Prozac, etc. Et le Celexa, à l'époque, ben, apportait, le citalopram apportait une véritable avancée thérapeutique par rapport à ce qui existe déjà. Euh, le problème, c'est que, à un moment donné, le brevet arrive à échéance. Et en 2001, Lundbeck arrive avec un nouveau produit sur le marché. Au lieu du citalopram, c'était l'escitalopram, donc le Cipralex ici. Et simplement, le Celexa est maintenant disponible en générique, coûte beaucoup moins cher. Le Cipralex arrive breveté, coûte plus cher. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire la démonstration clinique que cette nouvelle molécule apporte quelque différence que ce soit par rapport au Celexa. Euh, Évidemment, les régimes publics, déjà à l'époque, pour se protéger de ça, faisaient ce qu'on appelait l'évaluation de technologie de santé et donc dit, ben non, on va pas payer plus cher pour quelque chose qui fait exactement la même maudite affaire. Mais les régimes privés, ben simplement, partent du principe qu'un bon régime rembourse n'importe quoi à n'importe quel prix, donc on rembourse le CIPREX. 2016, le brevet du Cipralex arrive à échéance. Lundbeck arrive avec le Trintelix. Le Trintelix, simplement, même problème.
on n'arrive pas à faire la démonstration clinique d'un avantage quelconque. Bon, on a essayé de créer une espèce de nouveau diagnostic. Ah oui, ben, des gens, des fois, quand ils prennent les antidépresseurs, ils ont du foggy thinking, puis là, le Trintellix euh, amène pas ce foggy. Mais ce diagnostic-là, chez les psychiatres, on dit, ben non, ça n'existe pas, là. C'est la compagnie qui essaie de créer une fausse maladie. Euh, et au final, le Trintellix n'arrive pas à faire la démonstration quelconque de n'importe quel avantage thérapeutique par rapport au Cipralex ou au Cilex. Ce qui est amusant, c'est que tu regardais le rapport annuel de Lundbeck et qui disait que, ben, au Canada, la valeur de marché en fait, le Trintellix avait réussi à capturer 24% du marché des antidépresseurs au Canada. Donc, évidemment, incluant le Québec. Le Canada, c'est le même problème que le Québec. On a beaucoup de régimes privés qui acceptent de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais si un nouveau médicament qui apporte rien de nouveau arrive à capturer 24% de ton marché des antidépresseurs, ben, il y a un problème. Il y a un problème dans le sens de vous créez un marché du médicament où est-ce que on n'encourage pas l'innovation thérapeutique. Et ça, je trouve que c'est extrêmement problématique pour l'ensemble des patients. Euh, Moi, je suis pas contre qu'on paye cher pour nos médicaments, mais on doit payer cher pour des médicaments qui apportent quelque chose de nouveau, qui apportent un service thérapeutique aux patients. Un rabais confidentiel. Là, je vais prendre un autre exemple, le Répatat. Là, faut comprendre, on est dans un monde un peu bizarre. Où est-ce que, vous savez, il y a une vingtaine d'années, là, les médicaments, c'était simple, là, le prix des médicaments, c'est comme le prix de l'essence à la station-service. Vous aviez le prix en gros et vous commencez pas à négocier avec le caissier ou quoi que ce soit, c'est le prix que vous payez, point final. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un développement d'un nouveau modèle d'affaires au niveau des prix des médicaments. L'industrie pharmaceutique dit, nous, on arrive avec des médicaments sur le marché avec le prix qui va être artificiellement gonflé et ensuite, on va négocier des rabais à partir du pouvoir d'achat, du pouvoir de marchandage des différents payeurs. Là, évidemment, les régimes publics, normalement, sont en mesure d'avoir un meilleur pouvoir de marchandage. Le régime public dit, ben, nous, on va accepter de rembourser seulement si on en a pour notre argent. Le régime privé, ils sont pas très bons à faire ça. Le régime privé dit, nous, on accepte de rembourser n'importe quoi à n'importe quel prix. Bien évidemment, si vous avez un prix qui est artificiellement gonflé, puis vous dites, je vais le payer pareil, ben vous payez plus cher pour le même médicament. Là, euh, ces rabais-là, bon, de manière générale, en moyenne, on dit c'est environ 30% qu'on obtient en rabais confidentiel au niveau des régimes publics. Certains régimes privés là, commencent tranquillement à négocier ces rabais confidentiels-là, mais ils font à date un très mauvais travail, disons, d'une part. Et de manière générale, les régimes privés, en fait, n'obtiennent pas de rabais confidentiels. Donc là, j'ai pris un exemple ici, le Repata, un médicament qui permet de réduire le cholestérol. Fait que si vous avez un gène spécifique qui fait en sorte que les statines agissent moins bien avec vous, des fois, on peut vous prescrire le Repata. Le prix listé du Repata est de 6 000 $ par année. Là, ce qui était amusant, c'est que on dit, lorsqu'on a évalué ce médicament-là, on dit, ben, le prix est ben trop élevé pour le rendu thérapeutique. Et en fait, on a l'ACMTS, le CADIF, l'Agence canadienne des médicaments et technologies de santé, qui est devenue tout récemment l'Agence canadienne du médicament. Euh, Eux font donc des analyses. Ils disent, ben, nous recommandons une réduction de 90% du prix. Sinon, ça ne mérite pas d'être remboursé. Et normalement, lorsque la CMTS fait ce type de recommandation-là, les régimes publics
ben, s'ils acceptent de rembourser le médicament, c'est parce qu'ils ont réussi à obtenir ce genre de rabais confidentiel. On réussi à coter le niveau du rabais confidentiel. Donc là, ici, imaginez, le médicament, il coûte donc 6 048 $ par année. Euh, une réduction de 90%, ça signifie 605 $ par année, le prix réel de ce médicament-là. Là, si le prix réel est de 605 $ par an, ben, il faut comprendre que si vous êtes un adhérent au régime public du Québec, ben quand même, le prix, attends, élément important, le rabais confidentiel ne baisse pas le prix pour le patient. Donc, le patient qui doit payer une franchise, une coassurance de sa poche, ben, il doit payer cette coassurance-là à partir du prix officiel, le prix avant le rabais et non pas le prix après le rabais. Donc, vous devez quand même payer un 35% sur le prix listé de 6 000 $ par année. Évidemment, vous allez atteindre votre maximum de contribution qui est de 1 200 $ par année. Donc, le prix payé par un adhérent au régime public au Québec, ben, finalement, le patient va devoir payer pour ces 1 196 $ par année. Donc, je vais payer de ma poche 1 196 $ par année pour un médicament qui en coûte en réalité seulement 605 $ par année. Et ça, on considère que ça, c'est quelqu'un qui est assuré au Québec. Et pour être assuré, ben, je vais devoir payer mes primes annuelles de 731 $ par année afin de payer 1 200 $ pour un médicament qui en coûte 600. Mais là, si vous êtes sur votre régime privé, qui ne négocie pas les rabais confidentiels ou quoi que ce soit, ben, vous allez devoir payer, normalement, c'est 20% du prix du produit de votre poche jusqu'à ce que vous payiez la contribution totale annuelle de l'employé, qui est la même que celle du régime public. Vous payez un maximum de 1 196 $ par année de votre poche. D'accord? Mais en même temps, votre employeur va devoir, lui, payer pour le même médicament 4 852 $ par année pour un médicament qui en coûte en réalité seulement 605 $. La différence entre ce que la personne sur le régime public va payer versus le prix réel du médicament, ben ça, c'est le rabais confidentiel. C'est un rabais qui va être envoyé par la suite au payeur, au régime d'assurance médicaments publics ici. Euh, Ce qui cause un Christi de gros problème. On se retrouve avec le gouvernement du Québec, ben souvent, on n'a pas beaucoup d'incitatifs à changer le système actuel. On a un système qui permet de faire payer davantage les patients et renflouer la caisse du régime d'assurance publique en même temps. Donc, on se retrouve dans cette situation-là que on ne donne pas envie au gouvernement du Québec d'avoir un système qui va être plus efficace et qui va nous en donner davantage pour notre argent. Au contraire, les inefficacités du système se retrouvent ici à l'avantage du gouvernement. Euh, D'où, pour moi, un élément important, c'est que faut comprendre, il y a un autre élément, le gouvernement du Québec taxe aussi les régimes privés. Donc, plus ça coûte cher pour les régimes privés, bien, il y a un 12% de taxe qui, au final, euh, on taxe 12% les régimes privés en plus des coûts des médicaments. Fait que ces taxes-là se retrouvent dans le coût de vos primes. Euh, le gouvernement du Québec a très peu d'incitatifs à modifier le système actuel. D'où pour moi la nécessité, des fois, ben, là, effectivement, peut-être que si le gouvernement fédéral peut forcer à changer de système, ben, peut-être ça va permettre d'aller vers un système qui va être plus profitable pour tout le monde.
Peux-tu parler aussi, Marc-André? Ben, il reste encore du temps, là, mais de vraiment de la loi canadienne. Oui, ben, j'y arrive. OK, Ah, parfait. euh, ce que je voulais dire quand même avec ça, c'est que faut comprendre, au Québec, on a un système de régime privé obligatoire. Le régime privé obligatoire fait en sorte que les primes pour votre régime privé sont élevées automatiquement sur votre chèque de paye. Euh, les prélèvements sont obligatoires sur votre chèque de paye. Mais pour le Québec, passer à un système qui serait public pour tous, c'est-à-dire un régime public parce qu'on a finalement des primes d'assurance sociale qui sont prélevées de manière obligatoire sur votre chèque de paye, ça pose pas problème. C'est d'une facilité un petit peu innommable ici à faire et on se retrouverait à simplement payer des primes sociales plutôt que privées, mais des primes sociales qui sont moins chères que les primes privées. Parce qu'on sera en mesure à ce moment-là d'avoir un régime public universel, mais on pourrait avoir un régime public universel où est-ce qu'on laisse tomber à la fois les franchises et les coassurances qu'on paye notre poche basées sur le prix officiel des médicaments, ou est-ce que, on pourrait avoir juste un complément de 5 ou on pourrait avoir une gratuité complète, ce qui élimine un petit peu tous ces jeux-là au niveau des rabais confidentiels. Malgré les pressions que je subis de Sophie de me lancer tout de suite dans le projet de loi C-64, euh, juste un dernier élément que je voulais amener, euh, qui est un élément un petit peu plus compliqué, mais qui pour moi est fondamental pour comprendre certaines dérives du moment. Euh, on a de plus en plus de médicaments biologiques, de médicaments pour maladies rares, qui coûtent extrêmement cher. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans un contexte où est-ce que pour ce type de médicaments-là, il peut y avoir aussi des jeux de rabais confidentiels, etc. euh, Là, on voit de plus en plus différentes compagnies qui, la manière dont elles vont distribuer leurs médicaments, elles vont distribuer ça de manière dans des circuits fermés. Donc, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les programmes d'accompagnement ou programmes de support des patients en particulier. Pour les biologiques, souvent, ça a besoin d'une infusion. Donc, on met en place des cliniques de perfusion. Donc, c'est le manufacturier qui se retrouve à offrir un service clinique directement aux patients. Ça pose problème. Un manufacturier, pour moi, devait fournir le produit, à pas offrir un service de santé directement, où est-ce que je suis directement en lien avec le patient et je peux avoir accès finalement à l'ensemble de ces données. Le Remicade en particulier est un bon exemple. Ça reste un des médicaments les plus vendus au Canada avec le Humira. Le Remicade, c'est que depuis un bon bout de temps, on a le biosimilaire qui existe, le infliximab, euh, mais le infliximab n'arrive pas à percer le marché, ou en fait très peu. Le Remicade a réussi à maintenir un petit peu sa supériorité sur le marché en disséminant des cliniques de perfusion un peu partout. Le Remicade coûte en fait 2 fois plus cher que le biosimilaire. Mais l'accès à ces programmes de support des patients, puis avec les services de clinique de perfusion qui sont offerts, ben, le Remicade est quand même capable de garder sa domination sur le marché. Le papier qu'on a sorti cette semaine, euh, c'est Mapping the Landscape of Infusion Care for People Prescribed Intravenous Medicines in Canada, avec bon, Quinn Grundy, Joel Lection, Nata Druss, Naf Perso et Dana Hart, Sarah El Khalifa. Euh, mais simplement, ce qu'on a montré, c'est que aujourd'hui, plus de la moitié des cliniques de perfusion, qui restent un soin de santé qui est absolument nécessaire pour les patients, ben en fait, ce sont des cliniques à but lucratif mises en place par les manufacturiers
pour simplement leur permettre de vendre des médicaments qui vont coûter plus cher, euh, alors que des biosimilaires sont disponibles. Évidemment, si vous avez votre majorité des cliniques qui sont privées, ben, c'est toutes des cliniques qui vont avoir accès à, ben, pas, qui vont avoir besoin d'embaucher des infirmières, donc, qui vont emmener les infirmières dans le secteur privé, et où est-ce que finalement, les soins sont pensés non pas en termes de qu'est-ce qui est le mieux pour la population, qu'est-ce qui maximise les résultats en santé pour la population, mais on organise la distribution des services en termes de qu'est-ce qui maximise ici les rendements pour le manufacturier ou pour les actionnaires. Donc, ça, pour moi, ça fait partie des nouvelles tendances extrêmement problématiques qui se développent et pour lesquelles on n'arrive pas à se défendre. On n'arrive pas à se défendre tant qu'on a un système qui est complètement fragmenté, où est-ce qu'on a d'abord et avant tout une dominance des régimes privés, où est-ce qu'il faut comprendre, un régime privé, un régime d'assurance médicaments privé, l'assureur, il est payé en pourcentage des dépenses. Donc, il a zéro incitatif à essayer de prendre le taureau par les cornes, puis essayer de mieux contenir les coûts. Donc, on se retrouve dans un système où est-ce que finalement, on encourage la hausse des coûts structurels parce que l'assureur est payé en pourcentage des dépenses. Euh, dans ce cadre-là, bon, euh, juste parler ici, le projet de loi C-64 au niveau du gouvernement fédéral. Là, il faut comprendre, en 2019, euh, le Advisory Council for the Implementation of National Pharmacare, avec en tête Eric Hoskins, avait mis en place une série de recommandations, un plan extrêmement cohérent et prudent pour mettre en place un régime public universel pour l'ensemble du Canada, en partenariat avec les provinces, etc. Et on avait créé un momentum. Ça allait bien en 2010. 2020, pouf, tout s'est effondré avec la COVID-19. L'idée, en plus, c'était, on avait eu les CHSLD, ça avait été la débâcle et tout, et les résidences de personnes âgées. Et là, le gouvernement fédéral disait, on peut mettre en place des normes nationales, les provinces étaient contre, et ensuite, toute la discussion constructive qu'on avait sur la mise en place d'un régime public universel, donc qui serait pas fragmenté, qui serait organisé de manière rationnelle et cohérente pour s'assurer d'en avoir pour notre argent et d'assurer le meilleur accès pour tous. Mais toute cette discussion-là s'est un petit peu effondrée. En même temps, l'industrie pharmaceutique, ben, pas heureuse, elle, d'avoir ce genre de régime-là qui peuvent entamer un petit peu ses revenus. Donc, les firmes pharmaceutiques avaient le gros bout du bâton, évidemment, avec la COVID-19 puis l'approvisionnement en vaccins. Toute cette discussion-là avait été abandonnée. Elle est revenue en 2022 lorsqu'on a eu l'entente libéraux-NPD. Et finalement, on a eu en février 2024 cette annonce d'un projet de loi qui est déposé pour un régime public universel d'assurance médicaments au Canada. À Trapnigo ici, le rapport Hoskins à l'époque disait on doit commencer avec l'ensemble des médicaments essentiels. Donc, on va commencer avec un panier de médicaments essentiels, grosso modo à peu près 200 médicaments essentiels qui couvrent la majorité des besoins en santé pour la population. Et à partir de là, le rapport Hoskin disait, on commence avec ces produits-là qui sont les plus faciles à couvrir, les moins chers et tout. On met ce qu'on appelle proof of concept, là, on montre que ça fonctionne bien. Et ensuite, on commence à intégrer les médicaments plus complexes. On négocie les rabais confidentiels. Et au bout de 5 ans, on va avoir une liste compréhensive, là, plus complète des médicaments. La Trapnigo, c'est que euh, ah, ben, c'est trop compliqué. Liste des médicaments essentiels. On va juste couvrir produits pour le diabète, qui, soit dit en passant, est une très bonne chose. Là, les disparités socio-économiques pour les médicaments sur le diabète, elles sont épouvantables. Donc,
oui, c'est une catégorie intéressante, mais aussi pour les produits contraceptifs. Euh, Là, évidemment, il y a un message politique. Bon, santé maternelle, droit des femmes, etc. Parfait. Le problème, c'est que on, on met en place ce projet-là qui est extrêmement limité. Euh, En même temps, on disait, bon, ben, c'est peut-être pas si pire. On va peut-être avoir, peut-être ça, je pense, ça. On peut peut-être avoir à ce moment-là notre proof of concept ici juste sur diabète et contraception. Là, le problème, c'est que ça reste très vaseux. Et à l'époque, moi, en février 2024, bon, ben, c'est pas baby steps, mais au moins un pas dans la bonne direction. Mais là, ensuite, c'est qu'on arrive au mois de mars, on regarde le nouveau budget fédéral. Ben, les crédits pour le budget sont pas là pour couvrir les besoins en diabète et contraception. Bon, il peut y avoir des entourloupes au niveau du budget étatatif, fait que c'est pas si inquiétant. Et là, on se retrouve ensuite, le directeur parlementaire du budget fait son exercice de combien ça va coûter tout ça et arrive exactement aux mêmes conclusions que le budget de mars, c'est-à-dire que ça va pas coûter cher. Mais en fait, on ne couvre pas les coûts pour le diabète et la contraception. Et là, si on réalisait, oh shit, là, ça va pas bien, là. Là, on assume que le régime public universel que veut mettre de l'avant le gouvernement fédéral euh, assume que les régimes privés actuels vont continuer à couvrir diabète et contraception. C'est que c'est non. L'idée, c'est que si vous avez une fourniture publique de ces éléments-là, dans un système qui est rationnel au niveau de l'approvisionnement, etc., où est-ce que c'est pas on couvre n'importe quoi, n'importe quel prix. Euh, euh, Si vous avez le secteur public qui couvre, ça serait niaiseux pour un régime, pour un employeur de dire, ah ben moi, j'insiste pour payer ça pour mes employés alors qu'ils peuvent l'avoir gratuitement. Euh, et là, la trappe nigo, c'était, ben en fait, peut-être qu'au final, le gouvernement fédéral voulait avoir un régime exactement à la québécoise, c'est-à-dire pour eux, universel, tout le monde va être couvert, mais tout le monde va être couvert à partir de régimes privés. Donc, à partir de là, on va avoir un régime universel, tout le monde est couvert, mais ça va être système basé sur assurance privée obligatoire. Et là, ça marche pas. Là, en fait, et puis entre autres au Sénat, je me rappelle à l'époque, en fait, moi j'étais intervenu et tout pour dire ça n'a pas d'allure. On est en train de passer un projet de loi avec lequel on va y faire le contraire de ce qu'il dit qu'il va faire. Le projet de loi parle de régime public universel d'assurance médicaments et c'est pas ça que ça va faire. Au contraire, on risque d'incruster les régimes privés et c'est inacceptable. Puis là, c'est amusant parce que le ministre de la Santé, ben, après notre intervention au Sénat, avait répondu, ah non, non, ben finalement, ça va être régime public, ça va être une gestion publique du régime. D'accord, mais ça, c'est Marc Hollande qui dit ça. Le prochain ministre de la Santé, lui, il sera pas tenu par la même lettre qu'il a envoyée au Sénat, etc. Donc, à partir de là, ça se pourrait que si on a un ministre de la Santé conservateur qui puisse changer d'idée. Bref, Il resterait comme 3 minutes, moi, Marc-André. il me reste 30 secondes. Ah bon, Bref, parfait. C64, on a le gouvernement fédéral qui disait, ça peut rester un projet de loi intéressant. Le gouvernement fédéral dit, écoutez les provinces, si vous mettez en place un régime public universel qui couvre l'ensemble des coûts pour ces médicaments-là, le gouvernement fédéral va payer l'ensemble de la différence. Ça ne fera aucun coût supplémentaire pour les provinces. Euh, Fait à ce niveau-là, on donne un bon incitatif pour que les provinces se dirigent vers une couverture complète pour les médicaments, couverture publique complète des médicaments diabète et contraceptifs.
Mais on a toujours ces ambiguïtés qui restent, qui peuvent être extrêmement problématiques. Mais de l'autre côté, peut-être qu'on n'a pas le choix que d'utiliser un petit peu forcer le fédéral de nous brasser la cage, parce qu'en ce moment, au niveau provincial, alors que ce serait tellement facile pour le Québec d'aller de l'avant par lui-même avec un régime public universel, il y a tellement d'entourloupes qui existent dans le système actuel que je vois très mal le gouvernement décider par lui-même en ce moment d'aller de l'avant par lui-même. Donc, moi, j'arrêterai ici. Merci beaucoup, Marc-André. Ben c'est ça, si je peux aussi me permettre, avant qu'Olivier commence, c'est la loi présentement, pour nous, c'est pas en lien avec comme ce qu'on revendique là, à la coalition, qui serait une loi, justement, un régime complètement universel, accessible, gratuit. Ça s'enlignait plus, comme Marc-André l'a dit, vers un régime qui ressemble à celui du Québec, hybride, avec les problèmes qu'on connaît. Donc, je laisse la parole à Olivier, qui est sur le comité assurance médicaments et membre de la coalition. Oui, bonjour tout le monde. Olivier Surprenant, je suis analyste en politique publique à Union des consommateurs. Union des consommateurs qui s'intéresse à la question de l'assurance médicaments depuis 2009 avec sa campagne là, voilà, donc sur l'assurance médicaments publique et universelle. Je vais juste vous partager mon visuel, si je suis en mesure de le faire. Normalement, j'ai tous les pouvoirs. Oui. OK. Donc, moi après que Marc-André vous ait exposé, euh, dans le fond, les problématiques d'ensemble de nos régimes actuels, ce que la loi essaie de faire, tant bien que mal, je vais vous parler de l'impact finalement sur le consommateur, sur le portefeuille des consommateurs. Et en commençant par, pour répéter ce que Marc-André a dit, les médicaments ne sont pas gratuits. Donc, c'est un mythe qu'il faut cesser de répandre à partir de maintenant. En fait, tout le monde le sait dès qu'ils ont une facture auprès du médecin, en fait, auprès du pharmacien. Vous le voyez tout de suite que vous devez payer certains frais pour votre médicament. Donc, je vais revenir un peu sur ce qu'est le modèle hybride du Québec. Euh, le principe de base, c'est que on a une couverture universelle et donc que tout le monde doit souscrire et que tous les employeurs qui offrent des assurances collectives doivent offrir l'assurance médicaments au sein de leur bundle, si vous voulez, au sein de leur paquet de couverture d'assurance. Donc, si vous voulez donner une assurance, par exemple, une assurance emploi, là, dans le sens invalidité, ben, vous allez être obligé de donner aussi l'assurance médicaments pour vos employés en vertu de la loi sur l'assurance. Donc, vous voyez, il y avait un régime d'un côté, qu'on a le régime public, et de l'autre côté, ben, vous avez la panoplie d'autres régimes, qui sont les régimes privés, ce qui était un peu le, ce que nous expliquait Marc-André. Et donc, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Et la parcellisation fait en sorte que vous avez des couvertures qui sont complètement différentes. Et en plus de ça, pour le consommateur qui a ben, son régime, il y a aussi à dealer avec des pharmacies différentes. Et dans chaque pharmacie, vous allez avoir des coûts qui vont être différents. Je vais revenir plus tard, mais c'est au niveau des honoraires des médecins. Vous allez avoir là, excusez, des honoraires des pharmaciens, vous allez avoir une variation auprès des différentes honoraires. Et une des raisons pourquoi on a ces différences-là, c'est on nous explique que c'est anticoncurrentiel d'avoir finalement les mêmes honoraires pour tout le monde. Alors que dans le régime public, ben, vous avez une couverture non seulement publique, mais vous avez aussi une réglementation qui vient mettre les honoraires pharmaceutiques là, pas pharmaceutiques, mais des pharmaciens
dis-je bien, sur le même pied. Donc, tout le monde au régime public a à peu près les mêmes honoraires. C'est réglementé, mais ce n'est pas réglementé au régime privé, ce qui fait en sorte que chacun a leur propre honoraire et qu'ils ne peuvent pas s'entendre ensemble pour créer un honoraire uniforme. Donc, justement, j'arrive pour vous montrer là, quels sont les coûts du médicament. Marc-André en a parlé aussi, mais vous avez la franchise, qui est le montant fixe que vous devez payer aux premiers achats de médicaments du mois. Donc, à chaque fois que vous avez votre médicament, c'est un coût qui existe. Ensuite, ben, en fait, ce montant-là est de 22 sous le régime public. Là, c'est une information qui peut vous être pertinente. Ensuite, il y a la coassurance. C'est une partie qui est non couverte par la RAMQ, puis qui équivaut à peu près à 32 du coût du médicament une fois qu'on a payé la franchise. Et cette coassurance-là, pardon, elle est soumise au plafonnement d'une contribution maximale. Et sauf exception, encore une fois, comme Marc-André l'a dit, elle est de 1196 par année. Si on répercute en mois, là, c'est 99,65 par année. Par mois, excusez. Donc, les consommateurs paient également une prime annuelle. La prime annuelle, elle varie selon le revenu qu'on a déclaré à Revenu Québec. Et sous la période actuelle, elle varie de 0 à 744 annuellement. Donc, vous avez le même principe aussi avec les régimes privés. Vous avez une prime, vous devez payer une prime pour être couvert, euh, mais elle prend une forme différente. C'est souvent associé à la paye dans le cas d'un travailleur. Dans le cas d'un autre professionnel, ça peut être souscrit indépendamment, mais suivant une entente avec l'autre professionnel. À titre d'exemple, le Barreau du Québec offre une couverture d'assurance avec un assureur privé, ben, vous devez souscrire directement avec l'assureur privé, avec, dans le fond, le prix, l'entente qui a été faite avec votre ordre professionnel. Je pense que je ne peux pas vous dire pour les autres ordres professionnels n'en étant pas membre, mais pour le barreau, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez, une autre complication, si vous avez votre ordre professionnel en plus, vous êtes séparés, c'est même pas dans votre paye, vous devez dealer directement avec un assureur privé. En plus de tout ce qui précède, ben, je vous en ai parlé, mais il y a des honoraires professionnels des pharmaciens qui font partie du coût du médicament et qui font partie du coût de l'ordonnance au final. Donc, elle varie selon ce que vous êtes sur un régime privé. Et là, elle varie entre les différentes pharmacies. Et lorsque vous êtes sous le régime public, ben, on est tous égaux. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, si on introduit. Puis là, moi j'ai choisi d'être optimiste. J'ai choisi que le gouvernement, même si on a un gouvernement conservateur, va implanter le régime public universel, va le gérer publiquement. Et donc, si c'est le cas, ben, regardez qu'est-ce qui arrive avec les coûts du médicament. Ils disparaissent et c'est géré par le gouvernement fédéral. Donc, c'est payé, dans le fond, par le gouvernement fédéral. Je remercie d'ailleurs l'intelligence artificielle pour ce beau dessin. Donc, c'est dans le fond l'objectif en soi. Donc, le fédéral viendrait couvrir les coûts et il y aurait des gestions au niveau des différents régions provinciaux. Maintenant, le projet de loi 64 a deux médicaments qui visent à couvrir là, dans la première étape. Donc, suivant des ententes entre le gouvernement fédéral et des provinces sur l'amélioration du régime en place, du régime d'assurance médicaments en place dans les provinces. Ça fait que si le gouvernement du Québec s'entend pour élargir la couverture publique actuelle au traitement pour le diabète et les contraceptifs, ben, on s'attend à ce que plusieurs Québécois économiseront parce qu'ils n'auront plus à assumer les dépenses que je vous ai illustrées là, précédemment. Je commence donc avec le diabète. Le diabète, en fait, c'est l'une des maladies qui coûte le plus cher à traiter au Canada, en excluant évidemment là, les maladies rares. Ça, c'est vraiment un cas à part, mais pour les maladies les plus courantes, devrais-je dire, ben, c'est l'une de celles qui coûte le plus cher. Et selon l'organisme Diabète Canada, les personnes atteintes peuvent avoir à débourser jusqu'à 18 306 pour le diabète de type 1
et jusqu'à 10 014 par année pour le diabète de type 2. Là, nous, on se rapporte au Québec. Quand même, il y a des couvertures d'assurance, c'est obligatoire. Et ces coûts, donc, varient entre 130 par année et 5 989 par année pour le diabète de type 1, ce qui est quand même une grosse différence. Et au niveau du type 2, ben, on est à 251 dans le plus bas et le plus haut, on tombe à 4 899 par année. C'est quand même, là, c'est un impact non négligeable sur un budget, considérant là, que, par exemple, la mesure du panier de consommation est à 24 000, autour de 24 000 pour 2024. Donc, ça vous enlève déjà une grosse partie de votre budget. Puis imaginez si vous êtes déjà vulnérable avec votre portefeuille. Donc, l'accès au traitement du diabète, comme je disais, c'est inégal, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes peuvent ne pas avoir accès à une couverture qui est suffisante vu leurs ressources financières ou encore qui est insuffisante pour euh, leurs besoins en termes de maladie, là. Donc, il y a des traitements qui sont plus adaptés que d'autres et qui sont couverts de façon variable selon les régimes. Prends l'exemple là, du diabète de type 1, qui est un diabète, dans le fond, c'est votre corps qui a une incapacité là, à produire de l'insuline et c'est pas par le temps, là, c'est pas par des facteurs exogènes, c'est vraiment endogène, c'est vous, c'est votre corps. Ben, il y a certaines personnes pour qui on n'aura pas le choix, il va falloir aller vers une pompe à l'insuline. Et ça, c'est tellement cher de s'acheter une pompe à l'insuline et c'est pour ça qu'on voit des coûts là, qui tournent autour des dizaines de milliers de dollars. Et il faut soulever aussi qu'il y a des inégalités socio-économiques qui se répercutent énormément sur l'état de santé lié au diabète. Donc, les personnes qui sont à plus faible revenu ont moins accès aux soins de santé. Ça, c'est de base. Et en plus, ben, ils ont de la difficulté de ce fait à se faire dépister le diabète. Ils sont plus susceptibles d'être confrontés à des barrières financières, et selon l'ICIS, qui est l'Institut canadien de l'information en santé, si je, si je me rappelle bien, 25 des personnes diabétiques au Canada déclaraient en 2015 qu'ils avaient de la difficulté à suivre leur traitement à cause des coûts. C'est grave, là, c'est beaucoup, là. Et c'est une maladie aussi qui, si elle est mal traitée, peut entraîner des complications qui sont sévères. Donc, selon Diabète Québec, on risque d'endommager ses yeux, ses reins, son cœur, ses vaisseaux sanguins, ses nerfs, et on augmente aussi de façon considérable le risque de maladies cardiovasculaires comme les AVC. Donc, couvrir les médicaments pour ces personnes-là, ça veut dire ne plus avoir à se poser la question, dans mon budget, je peux débourser pour mon traitement au diabète, je peux m'assurer, comme n'importe qui à travers la province, d'avoir un état de santé viable. Passons maintenant aux contraceptifs, pardon. Et encore là, les contraceptifs, ça varie. Il y a beaucoup de méthodes de contraception euh, et leur couverture aussi va varier selon le régime dans lequel vous vous trouvez. Euh, Ce qu'on rapporte, là, puis j'ai pas fait une étude exhaustive, mais si vous regardez là, différentes méthodes, quand on passe dans des méthodes avec hormones, donc, et avec une efficacité qui est plus grande, par exemple, on va prendre le Nexplanon, qui est un implant avec des hormones, c'est une efficacité qui est plus élevée que 99%. C'est dans les tops, là. En même temps, il y a des effets secondaires, mais c'est aussi l'un qui coûte le plus cher. L'implant de Nexplanon coûte 285 pour 3 ans. Si on a un stérilet avec hormones, qui est aussi l'un des contraceptifs les plus efficaces, ben là, on tombe à 320 à 400 pour 3 à 5 ans. Puis il y a une balance quand même qui est couverte par les régimes qui peut varier de 80 à 90 et la problématique avec ça aussi, c'est que si ça ne fonctionne pas, puis là, maintenant, vous embarquez dans une méthode hormonale, là, OK? Et là, vous devez l'utiliser. Là, faut que ça vous fitte et vous avez des effets secondaires, ben, vous allez devoir débourser probablement un autre frais pour pouvoir vous retirer. Si vous avez accès, évidemment, aux soins de santé publics, c'est une chose. Mais si vous devez
pour des raisons qui vous sont propres, là, aller vers le régime privé parce que c'est la rapidité, c'est demain matin, par exemple, que j'ai un rendez-vous. C'est un autre frais supplémentaire qu'il va falloir penser. Également, si vous n'avez pas accès, euh, dans le fond, à des méthodes de contraception efficaces, ben, c'est un frais plutôt qui va se répercuter en termes de grossesse non désirée. Et la plupart des économies sont faites au niveau public, là, des conséquences qui sont évitées par les grossesses qui sont non désirées. Euh, Selon une étude anglaise, dis-je bien, on aurait 9 livres sterling d'économie pour chaque livre sterling d'investi en contraception. Il y a une étude britanno-colombienne aussi en 2010 qui avançait une somme de 90 $ pour chaque dollar investi. Et donc, c'est en termes de coût de santé, c'est en termes sociologiques, psychologiques, name it. Donc, c'est vraiment des économies généralisées que chaque dollar investi dans des soins de contraception pourrait rapporter. Euh, Par ailleurs, 40% des grossesses au Canada n'étaient pas planifiées. Ça, c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Et outre des frais de santé qui sont associés aux grossesses non désirées, il y a des coûts sociaux à ça. Il y a des coûts psychologiques significatifs. Euh, je vais citer une étude qui a été réalisée aux États-Unis qui rapporte que les grossesses, pardon, peuvent engendrer plus du tiers des cas, dans le tiers des cas, des répercussions psychologiques et socio-économiques, autant chez la mère que chez l'enfant. Simplement à penser que si on n'est pas prêt financièrement à avoir un enfant, ça va avoir des répercussions nécessairement, ça va engendrer du stress financier supplémentaire. Bref, ça va affecter le plan finalement de naissance qui peut-être était initialement envisagé pour plusieurs années plus tard. Et donc, le libre choix de la contraception, c'est fondamental pour pouvoir gérer son portefeuille, pour pouvoir gérer sa vie de façon adaptée. C'est une mesure d'équité aussi nécessairement. Et le libre choix aussi de la contraception, ça permet à certaines personnes d'éviter des désagréments importants liés aux menstruations. Il y a certaines personnes qui ont vraiment des complications sévères par rapport euh, à leur cycle menstruel, des douleurs, des saignements abondants qui peuvent les pousser à prendre là, des congés dans leur période. Donc, avoir une contraception qui est adaptée à ces besoins, ça peut permettre à ces personnes-là justement d'éviter ces autres coûts qui s'ajoutent là, à la liste. Et Olivier, donc, excuse-moi, est-ce que je peux oui, intervenir rapidement parce que sur le libre bien choix de sûr. contraception, il y a un élément aussi qui, pour moi est fondamental puis qui permet aussi de me mettre en perspective régime privé versus régime public. Il y a un monde de différence entre un régime privé. Ben, si je suis une adolescente ou une épouse qui vit dans un milieu familial où est-ce que, je sais pas, ça doit être religieuse toute ou quoi que ce soit, ben, si je dois demander l'autorisation à mon mari ou qui peut avoir ou à mes parents qui ont accès finalement aux factures et qui peuvent voir un petit peu ce que j'ai obtenu comme contraceptif, versus avoir un régime public où est-ce que c'est une décision qui se prend uniquement entre le patient et son professionnel de la santé. Euh, pour certaines personnes, cette anonymisation, si on veut, elle est fondamentale et elle est extrêmement importante. Fait que c'est un élément important aussi du libre choix de contraception. Je voulais juste mettre ça en évidence. Tout à fait. Puis c'est ce que j'ai lu dans les documents là, je pense que ça s'appelle le Front québécois pour la planification des naissances. Un site très intéressant aussi si vous voulez vous renseigner davantage là, sur les coûts et les bénéfices là, de la contraception. Puis j'ajouterais même à ce que tu disais, Marc-André, que ça peut permettre à certaines personnes de ne pas avoir je veux dire, rely, mais être dépendant de leur conjoint, à savoir est-ce il ou elle va acheter des condoms finalement, et à être vraiment libre de son propre corps, décider que ben moi, j'ai décidé que c'était pas, j'en aurais pas, puis j'attendrai pas après quelqu'un pour prendre des moyens de contraception. Donc, ça a vraiment ça a vraiment un impact, effectivement, comme tu dis, sur la liberté, là, effectivement. L'indépendance, finalement, des personnes.
Olivier, il te resterait Euh, comme 5 minutes si on veut garder oui, une période de questions. Merci. et je vais tout de go. Donc, pour simplement vous dire ici, en termes de contraceptifs, on estime là, que selon le traitement, les personnes dépensent annuellement là, entre 70 et 450 par année en termes de contraception. Et il faut penser aussi que les préservatifs usuels, je n'ai pas pris le calcul, mais c'est quand même des grands coûts aussi qui ne sont pas par contre inclus actuellement dans le projet de loi. Euh, du projet, ben, en fait, le projet de loi, excusez-moi, la loi 24, maintenant qu'on devrait l'appeler, de 2024. Donc, en résumé, là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le consommateur d'avoir une assurance médicaments publique et universelle? Ben, ça veut dire des économies dans le portefeuille. Selon Statistique Canada, en 2021, les ménages dépensent en moyenne annuellement euh, oui, donc 484 au Canada en médicaments seulement et au Québec, 637 Puis là, il y a une disparité. Là, de ce que je comprends aussi au Québec, on a cette tendance à avoir plus recours aux médicaments que dans le reste du Canada. Ça peut expliquer certaines variations. Je ne sais pas si Marc-André, si on vous pose la question, peut-être tu pourras répondre. Mais quand même, là, c'est quand même ça les coûts et ça nous permettrait d'économiser en moyenne ces coûts-là. Donc, plus pour certains, nécessairement, qui ont des maladies à traiter, peut-être moins pour d'autres, mais nécessairement, on va venir sauver de l'argent qui est très nécessaire aujourd'hui dans des temps d'inflation. Euh, J'avais une autre donnée, là, je ne l'ai pas écrite ici, mais vous êtes plusieurs à nous avoir dit, là, autant les membres de la Coalition Solidarité Santé que les membres de l'Union des consommateurs, que vous n'étiez plus capable, à cause du coût du régime privé, à cause de l'obligation de souscrire, dans le fond, aux assurances collectives et donc à l'assurance médicaments, vous n'étiez plus capable de donner des assurances collectives à vos employés et que ce faisant, ben, vous perdez un avantage compétitif nécessairement par rapport à d'autres places. Et en même temps, c'est important aussi pour donner un bon lieu de travail pour certains employeurs de se dire, ben, moi, je ne peux pas donner le meilleur salaire, mais je vais pouvoir donner au moins des couvertures pour la famille, pour l'ensemble, là, dans le fond, des travailleurs puis m'assurer là, de les avoir en santé et de les avoir longtemps. Donc, on le sait, puis les coûts des régimes privés augmentant de plus en plus, ben, nécessairement, vous êtes de plus en plus à être confronté aussi avec cette décision-là difficile de choisir entre garder ou ne plus donner là, d'assurance collective. Et en première raison, à cause des régimes d'assurance médicaments qui coûtent excessivement cher. Donc, j'aurais fini à ce moment-ci. Merci, Olivier. Si tu peux arrêter ton partage d'écran, là, on voit juste comme un. Ouais, c'est. Non, non, l'avenir n'est pas lugubre, je l'espère, pour l'assurance Oui, médicaments. Là. c'est C'est ça, pas. ça finit sur un. Ben, je vais apporter mon petit grain de sel, puis après ça, on va passer à la période de questions. Donc, dans le fond, c'est sûr que, comme Olivier vient de le mentionner, tu sais, l'impact de l'assurance médicaments est plus grand que sur les médicaments. Tu sais, là, ça a des impacts sur les assurances collectives.